Sud Radio 10h midi, Média. Et vous le savez, on est ensemble jusqu'à midi, mais pour l'instant, c'est la partie média de cette émission, en compagnie, bien sûr, et toujours de Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Oui, pour un show avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un show. Je sais pas si je me retourne. Tu te retournes? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, on va vous raconter ce matin et c'est hyper intéressant. Vous allez découvrir tout ça. Les coulisses de l'une des émissions phares de la télévision française en ce moment, l'une des plus regardées de TF1, c'est The Voice. Tous les samedis soirs, on reçoit ces personnages qui sont dans le bras. On les aperçoit dans l'émission. Ce sont les préparateurs vocaux, on va dire les metteurs en scène finalement de chacun des candidats. Damien Silver et Nathalie Dupuis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça vous va? Comment on vous présente? Coach vocaux? Coach vocaux. Oui, c'est notre métier. C'est votre métier. Voilà, aussi en dehors de The Voice. En dehors de The Voice, c'est votre métier. On va découvrir les coulisses de l'émission. Comment justement vous êtes, on va dire les acteurs, les petites mains de la mise. Oui. Sans eux, pas d'émission. Oui. Il n'y a pas d'émission parce que ils sont là pour leur donner le moral. Ils sont là pour les rassurer et ils sont là pour essayer de leur faire découvrir leurs possibilités et leur voix. Et puis derrière, évidemment, il y a des coachs connus, les célébrités qui vont venir derrière. Mais vraiment, moi, je suis très heureux de les recevoir parce que The Voice existe grâce à Damien et grâce à Nathalie. C'est très gentil, merci. Très gentil, oui. Allez, on va décortiquer, on va découvrir toutes ces coulisses avec vous dans un instant. Mais on a une question déjà pour nos auditeurs, la question du jour sur Twitter. Et oui, la question du jour, désormais, toutes les émissions sont des spéciales Ukraine, que ça soit à l'info ou même dans les magazines. Ce soir, il va y avoir une spéciale Ukraine d'ailleurs sur TMC avec le portrait du président ukrainien sur TMC, donc ce soir où ils modifient leur programme. Et donc on s'est demandé si avec la guerre en Ukraine, la télé est-elle devenue anxiogène? Est-ce que toutes ces images, vous angoissent? Vous nous dites oui. À 91%, la télévision est devenue anxiogène. Alors ça vote énormément sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez continuer à voter et à débattre. Ça parle beaucoup entre nos auditeurs sur le compte Twitter. Et vous pouvez désormais voter sur le compte YouTube aussi de Sud Radio. Voilà, avec 500 000 abonnés dépassés aujourd'hui Et on vous remercie de votre fidélité. Oui, madame. Absolument. Tout ça est important aussi, mais cette télévision anxiogène, mais il n'y a pas que ça, la télévision, et c'est pour ça qu'on va aussi s'aérer dans un instant en parlant de The Voice et c'est, on va dire, ces talents musicaux, ces voix, mais il n'y a pas que des voix, c'est des personnalités. On va s'intéresser surtout aussi à ce qui s'est passé à la télévision. Pour la seule journée d'hier, il s'en est passé des choses, Gilles. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Hier, Joe Biden a pris une mesure de rétorsion contre l'Ukraine en interdisant le pétrole russe. Parce que les États-Unis vont s'attaquer à l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de gaz, de pétrole et d'énergie russe. Ce qui veut dire que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains. Et ce sera un autre coup très fort porté à la Russie de Poutine. Oui, c'est une des conséquences. On l'évoquera tout à l'heure. Oui, on va l'évoquer tout à l'heure. Oui, oui, j'imagine dans les débats. C'est un geste symbolique. Les importations représentent 8% pour les USA. Ce n'est pas la même chose avec l'Europe, où les importations représentent 40% de ses besoins naturels, en gaz naturel, et 30% de ses besoins en pétrole. Alors du coup, Raphaël Pitti, hier, qui est un médecin humanitaire dans C'est à vous, a dénoncé le fait que l'Europe ne fait pas comme les USA, ne fait pas cette interdiction, et ça pour notre petit confort. Que nous ayons le courage d'accepter d'avoir froid dans nos appartements cet hiver, et que nous acceptions d'avoir une température de 18 degrés, et qu'on n'achète plus de pétrole et de gaz à Poutine. Parce que tous les jours, vous versez à Poutine l'exacte somme qu'il dépense pour la guerre en Ukraine. Nous lui donnons l'argent par l'achat de gaz et de pétrole que nous faisons tous les jours. Nous versons cette somme-là. Alors, soit nous sommes assez stupides et nous avons bien enregistré le fait que nous abandonnons l'Ukraine, alors il faut négocier dès maintenant et dire « Ok, on abandonne l'Ukraine ». Ou alors on a du courage et il n'y a pas d'engagement sans risque. On ne peut pas s'engager à vouloir défendre l'Ukraine sans qu'il y ait de risque. Alors acceptons d'avoir froid cet hiver.
Oui, ça va contre-courant de ce que disent beaucoup. Ils appellent à des sanctions contre la Russie, mais sans que ça ait des conséquences pour nous. Ça va être un petit peu compliqué. On y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, ce son est terriblement poignant, puisqu'il y a une crise humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je rappelle 2 millions de réfugiés déjà pour l'Ukraine. Sur CNews, Christophe Maigrelis, un ancien conseiller de Gorbatchev, il a expliqué que si les Russes ne progressent pas comme il l'imaginait, comme Poutine l'imaginait, c'est que les soldats russes ne cautionnent pas cette guerre. Je suis frappé d'une chose, c'est de la retenue des soldats russes. C'est très impressionnant de voir, d'abord dans les vidéos, les discussions entre les soldats russes et les paysans qui sont au bord de la route, par la même langue, quand ils marchaient. Et le fait qu'on sent que la progression des forces russes est freinée par la mauvaise volonté des soldats russes. Les soldats russes, dans leur quasi-unanimité, n'approuvent pas cette invasion de l'Ukraine. C'est une tradition dans l'armée russe. Il y a un dicton qui dit « Nous avons été formés pour défendre la patrie, pas pour tuer nos frères ». Gilles, alors je vous vois avec nos invités, Gilles, tous les deux, là, sont là, ils écoutent avec beaucoup d'attention cet enchaînement de sons, avec une forme de gravité, je vois dans vos yeux. Ça vous angoisse, s'inquiète C'est pas, bien sûr, c'est angoissant. C'est surtout que, évidemment, quand on pense à l'Ukraine, quand on pense à tous les gens qui sont menacés, qui vivent sous les bombes, sous la menace de l'invasion russe, c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas être en empathie, être bouleversé par ça. Ouais. C'est notre quotidien qui est complètement bouleversé, c'est normal. Ouais. Complètement. Ouais. Et puis en plus, dans nos métiers où on a des métiers un petit peu d'entertainment, on aide aussi, pas uniquement vocalement, mais il y a un côté psychologique du travail des personnes par rapport à leur voix. Et on sent aussi des artistes stressés par rapport à l'avenir, que va-t-il se passer ? Et ça a des répercussions directes. Donc forcément, oui, ça nous affecte, je pense, tous, de toute façon. Allez, on continue le zapping télé avec vous, Gilles. Autre chose un peu plus léger. Oui, vous allez voir, je vais même parler de musique, parce que j'avais prévu par rapport à nos invités. Quotidien est revenu sur la popularité dont Poutine bénéficie en Russie, et il représente en fait là-bas l'homme idéal. Et d'ailleurs, à une époque, un girls band, que je vais faire écouter à nos coachs, avait créé une chanson « Donne-moi un homme comme Poutine », un succès qui avait été évoqué à l'époque dans le 20h de David Pujadas. Je laisse nos coachs juger. Vladimir Poutine, héros d'une chanson à sa gloire, interprétée par un girls band local. Titre de la chanson, J'en veux un comme Poutine. Et ça, c'était le numéro 1. Pour une partie des Russes, Poutine joue à la fois le rôle de chef de l'État et de héros de pop culture. Explication de la part des concernés. Poutine occupe réellement une grande place dans la vie des Russes. Les informations à la télé commencent toujours par lui. On nous montre tout ce qu'il fait, on nous répète tout ce qu'il dit. C'est comme ça. Comprenez bien que nous, on n'a ni Marilyn Monroe, ni Elvis Presley, ni même Mickey Mouse. On n'a rien, juste Poutine, c'est tout. Oui, alors la comparaison entre Poutine et Marilyn... C'est ce que je me disais. Ouais. Bon, on ne jugera pas le texte, ni la voix, ni quoi que ce soit. C'est la propagande, visiblement, qui était bien organisée aussi. Restons dans la musique. Hier, France 2 réunissait des chanteurs, des chanteuses en soutien à l'Ukraine. Émotion, mais surtout de l'argent. Plus de 8 millions ont été récoltés pour la Croix-Rouge hier à destination de l'Ukraine. Et puis, il y a eu ce duo de Jane Birkin et de Danny de Preto qui ont chanté Alléluia. C'était hier soir sur France 2. Alléluia. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight. Alors moi je voulais demander à Nathalie et Damien, c'est une chanson qui est reprise dans The Voice, hein, on l'a entendu plusieurs fois, Alléluia. Comment on les coach pour bien chanter Alléluia, parce que c'est pas une chanson comme les autres? Bah déjà le texte, la profondeur du texte, etc. C'est compliqué. Je pense que c'est une chanson qui séduit aussi beaucoup les talents parce que justement elle a cet aspect
un peu universel, qui est intéressant, et vocalement on peut vraiment ressentir et provoquer beaucoup d'émotions avec une chanson comme celle-ci. Donc évidemment, oui, c'est une chanson qu'on a déjà vue sur l'émission, oui. C'est aussi Jeff Buckley qui l'a créée après Leonard Cohen, puisqu'au départ c'est une chanson de Leonard Cohen. Et donc la dimension auprès des jeunes d'un artiste comme Jeff Buckley est forte. Voilà, il y a une espèce d'aura dans sa musicalité, et dans sa profondeur, dans son côté comme ça très angélique et très fort, qui séduit beaucoup aussi les jeunes artistes. Alors on reçoit ce matin donc Damien Silver et Nathalie Dupuis. Ce sont les coachs vocaux de The Voice que l'on voit tous les samedis soirs sur TF1, 21h10. Je donne l'horaire, encore faut-il ne pas le savoir. Alors votre rôle exact, c'est il commence quand et il s'arrête quand exactement? Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'émission? Damien, vous démarrez? Très bien. À quel moment vous entrez dans la machine de The Voice? À vrai dire, on arrive très tôt, aussi bien Nathalie que moi d'ailleurs, dès les pré-casting, c'est-à-dire qu'en fait il y a toutes des équipes bien évidemment de casting, de recherche d'artistes, toutes les personnes, les chanteurs qui envoient leurs vidéos également sur TF1, etc. Et puis il y a toute une équipe de casting. À partir de là, il y a des présélections qui sont faites et on intervient dès les premiers pré-castings de visu, c'est-à-dire quand on rencontre les artistes pour la première fois, les talents, et donc il y a cette sélection qui est faite où nous on est là en tant qu'experts un peu vocaux, d'accord, pour aussi donner notre avis, et puis suite à ça en fait il y a tout un suivi, beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce que les gens peuvent voir à la télé, des présélections, du travail vocal évidemment, des choix de chansons, de tonalités. Et puis on a aussi, on n'a pas que des professionnels évidemment parmi nos talents. Donc on a des personnes qui peuvent, qui ont besoin, qui n'ont pas du tout d'expérience et qui ont besoin d'être rassurées, à qui on va pouvoir expliquer un petit peu tout le processus, la gestion du stress des micros et autres. Oui, c'est surtout aussi la préparation de la première étape qui est fondamentale des blinds, c'est-à-dire c'est l'étape fondamentale, c'est-à-dire de se retrouver seul à devoir faire retourner les fauteuils. Donc ce qui est important aussi, c'est vraiment le choix des chansons, la prise de tonalité, c'est-à-dire à un moment donné comment le chanteur, et donc ce sont le producteur Pascal Guix et le programmateur Jérôme Maubert, qui avec le chanteur décide du morceau. Nous on intervient pour le choix de la tonalité, pour la viabilité technique aussi du morceau, mais c'est vrai que c'est une étape fondamentale parce que c'est la carte d'identité pour les blinds, donc c'est important. Moi je voulais qu'on écoute un extrait, Gilles. Oui. Juste avant, je voulais poser justement à Nathalie une question. Dans le premier The Voice de cette saison, il y a eu une jeune fille qui a chanté, et les coachs ont dit qu'elle avait chanté dans la mauvaise tonalité. C'était avec Vianney, elle avait chanté une chanson de Vianney. Ensuite, Vianney est venu avec sa guitare, il lui a dit voilà comment tu devrais chanter. Et là, tout le monde l'a trouvée merveilleuse. Est-ce que ça veut dire que c'est votre faute, ce qui s'est passé? Alors, ça veut dire que la tonalité déjà est un choix fondamental, et aussi qui est un choix qui doit être pris vraiment en compte par l'artiste. Quelquefois les artistes veulent aussi, et nous on n'arrête pas de se battre, voilà, sous prétexte de devoir être très performants, veulent monter les tonalités. Et donc, quelquefois, on est obligé d'obtempérer parce que sinon, ils vont se sentir frustrés. Et quelquefois, la surenchère d'une tonalité trop haute, et je crois que c'est ce qui s'était passé avec le titre de Vianney, a fait que la chanteuse, elle a été trop en force, trop dans la démonstration vocale. Et donc, voilà. Et Vianney, bien évidemment, en tant qu'artiste, a fait baisser la tonalité, lui a demandé plus d'intimité, plus le fait un petit peu qu'elle dévoile son intimité, sa personnalité. Un mur de son, c'est pas non plus The Voice. On chante bien, on chante dans la performance, mais il faut pas oublier qu'un chanteur, c'est avant tout une personnalité aussi, une intimité, ça part de là. Donc c'est ce qu'a voulu lui démontrer Vianney.
Oui, puis je pense qu'il y a un deuxième aspect aussi, c'est que par rapport à l'aspect musical, évidemment, la version choisie de la chanson, avec orchestre ou pas, ça change aussi beaucoup la donne. Voilà. Ouais. Alors Damien Silver, Nathalie Dupuis, on a souhaité faire écouter à nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas suivi, c'était je crois samedi soir, une jeune fille bourrée de talent qui a fait retourner les fauteuils. C'est une jeune fille qui s'appelle Léna Mer. On écoute un extrait de ce qu'elle a proposé samedi. C'est une jeune fille qui vous avait aussi vraiment touché au moment des premières auditions, au moment de la préparation. Cette assurance, elle a 17 ans, hein, c'est ça? Elle est très jeune, exactement. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que nous, en tant que coach, évidemment, on voit passer beaucoup de chanteurs. Mais c'est vrai que quand on voit des jeunes personnes, si jeunes, si peu d'expérience finalement, qui arrivent à provoquer autant de choses et à avoir l'aplomb aussi, parce qu'il faut le faire, hein, monter sur une scène. L'insouciance de la jeunesse. Peut-être que ça aide, évidemment. Mais surtout, je pense le talent, oui. Alors moi, alors on vous découvre plus maintenant dans le montage de l'émission. On vous voit beaucoup plus qu'avant. Vous devenez des personnages, alors, moins de l'ombre, hein, mais vraiment, on vous entend donner les derniers conseils, voir comment vous faites retomber la pression auprès de chaque candidat. Il y a quelque chose qui revient souvent dans ce que vous dites les uns les autres. C'est fais-toi plaisir. La notion de plaisir. Profite. Oui, parce que c'est un moment exceptionnel dans la vie d'un chanteur. La situation est exceptionnelle, l'enjeu. Donc, bien sûr que c'est une grosse source de stress, mais le plus important, c'est de le vivre ce moment. C'est pas le résultat, c'est d'être dans l'instant et de profiter du groupe aussi qui accompagne. C'est génial en plus. Voilà, donc voilà, c'est de profiter vraiment de cet état, on va dire, de grâce de chanteur, quoi. Il y a des conditions techniques qui sont exceptionnelles. Je pense que très peu de chanteurs qui arrivent sur la scène des auditions à l'aveugle a déjà eu l'occasion d'avoir autant de moyens. Alors le public n'est plus dans la salle, il est en visio, il est plus présent du côté de... Alors c'est mon téléphone, pardonnez-moi, qui sonne, c'est comme ça, c'est direct. J'en profite, non mais simplement il n'y a plus de public. Est-ce que ça a changé sur cette étape? Sur cette étape-là. Voilà. Est-ce que c'est différent pour les candidats? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que ça modifie? En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il y a deux aspects. Le public peut être impressionnant pour des personnes qui n'ont jamais fait de scène, parce qu'on a tous les yeux braqués sur soi. Donc, quelque part, pour certains, ça leur permet de se mettre dans un certain cocon. Pour d'autres, au contraire, qui ont besoin d'être rassurés aussi et portés par un public. Et peut-être pour ceux qui ont plus d'expérience, justement, c'est un peu perturbant. Ce silence de démarrage, en sachant qu'on a 4 fauteuils retournés, enfin voilà, peut-être que ça augmente la pression pour certains, alors qu'au contraire, ça rééquilibre avec les autres. Gilles? Oui, alors faut noter qu'ils sont 4 en fait. Les coachs sont attribués à chacun des coachs des artistes. Donc on peut citer également les autres coachs. Il y a Géraldine Alouche, il y a Damien Silver, donc c'est vous, et il y a Angie Bertas qui est avec Florent Pagny. Damien, vous êtes avec Vianney, Nathalie avec Marc et Géraldine avec Amel Bent. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous? Est-ce que vous aussi, entre coachs vocaux, vous tirez la bourre chouchou et vous avez envie de gagner? Est-ce que vous tirez, voilà, exactement? Non, parce que on travaille pour des équipes, mais on travaille quand même pour de base. On travaille, nous, pour aussi au service d'une émission où l'ensemble doit être bien, doit être réussi. Donc, même, c'est comme les coachs entre eux. Les coachs chanteurs, vedettes, entre eux, ils ont pas, ils ont envie d'avoir des gens dans leur équipe. Et nous aussi, quelquefois, il y a des talents avec qui on aurait une affinité, qu'on accompagne sur les blinds et après qui partent vers d'autres équipes.
équipe, mais voilà, c'est l'ensemble, c'est The Voice qui compte quand même. Oui, non, en tout cas entre nous on s'entend très bien, on est tous amis et l'objectif c'est plutôt, on a tendance à travailler évidemment chacun dans notre équipe à partir du moment où les équipes sont attribuées, mais l'objectif c'est de faire le mieux possible notre travail et on pense avant tout aux chanteurs, aux talents et on essaie de les porter le plus possible. Donc là au niveau de l'émission, est-ce que des fois vous confrontez avec les artistes? Est-ce que vous pouvez dire à Amel Bent, tu te trompes, on devrait faire ça? Est-ce que vous avez ce dialogue avec Il y a un super échange. C'est eux qui... Ah pardon, oui, je t'ai coupé. Ou c'est eux qui ont la main? Alors de mon point de vue, en tout cas, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs coachs dans l'émission au fil des années, évidemment, puisqu'il y a eu des changements de coach. Mais systématiquement, c'est vraiment quelque chose un échange. C'est-à-dire que on s'entend bien. Ils sont en attente aussi de conseils techniques, de choses. Donc oui, notre avis est pris en compte et il y a une discussion, évidemment. Là, vous en êtes donc les fauteuils. Ça y est, c'est fini. Cette partie-là a été enregistrée. En tous les cas, elle est terminée concrètement. Donc vous continuez d'accompagner tous les candidats qui restent donc la partie cette fois du direct. Là aussi, on change d'envergure entre une séquence enregistrée et une séquence qui va être en direct. C'est plus la même musique, comment tu pourrais dire? Bien sûr, parce que déjà c'est l'aboutissement de ces longs mois de travail pour les artistes qui sont sélectionnés, les derniers, les finalistes, les demi-finalistes. Donc forcément, il y a une dimension directe, il y a une dimension aussi au niveau de la chanson, au niveau de la progression. Et alors, le choix de la chanson, du candidat avec le coach, on a un comment petit vous peu faites? de temps pour le faire avant, justement, puisque les tournages sont terminés. Donc on les rencontre en amont. Les talents, avec les coachs, on peut travailler en amont, mais à partir du moment où les directs sont partis, c'est un peu le feu d'artifice. Ouais. Voilà. Et, donc beaucoup de... et le choix de la chanson qui va être interprétée, par exemple, pour les directs, ça se fait avec vous, le candidat, le coach, comment ça se passe? Alors, ça se passe de la même façon que pour les premiers choix, c'est-à-dire, sauf qu'effectivement, les premiers choix sont les premiers choix, après il y a un parcours tout au long de l'émission, et après il y a une forme d'aboutissement qui fait que le chanteur, bien sûr, doit, c'est pas qu'il doit, mais c'est intéressant pour lui de témoigner d'une évolution. Voilà, d'une progression, il a grandi quelque part pendant l'émission. Et le choix, c'est toujours le producteur, Pascal Guix, toujours Jérôme Aubert, le programmateur, et donc qui fait les propositions de chansons. Et après, nous, toujours en conseil de valider techniquement, même s'il y a un petit challenge, que le chanteur va pouvoir le faire. Quoi. Et le coach, évidemment. Et le coach, bien sûr, qui, en priorité d'ailleurs, choisit bien sûr. morceaux. Gilles? J'ai une dernière question, Christine. Est-ce qu'une fois qu'ils sont connus, est-ce que vous restez leur coach? Est-ce que vous restez en contact ou finalement ils ont leur destin, leur parcours, mais est-ce que vous restez leur coach? Ça leur appartient, je pense. Ils deviennent des stars. Ah oui, il y a vraiment on a tous vécu ça, hein, donc il y a souvent un suivi, on reste en contact de toute façon très longtemps, et puis si c'est leur choix, si tout s'est bien passé, qu'ils ils en ressentent le besoin, oui, on est souvent contacté aussi par les talents qui ont déjà fait partie de l'émission. Et vous avez vous avez déjà, par exemple, avec qui vous êtes resté en contact? Beaucoup d'artistes, qui ont fait l'émission, avec qui on travaille encore aujourd'hui. Maël, Poupi, Sidoine aussi, je suis toujours en contact. Donc Slimane, mais Slimane, je l'ai connu bien avant, donc il y a toujours un échange de textos sur son parcours merveilleux. Voilà, c'est des talents très forts, très puissants, quoi. Et entre vous, vous avez une idée du gagnant ou de la gagnante finale, un pronostic pour cette année? Absolument pas. J'essaye de justement, en tout cas, en ce qui me concerne, pareil, j'essaie vraiment de me détacher de ça. Je pense, l'air de rien, ça influence un petit peu une manière de travailler. Et l'idée, c'est de porter tout le monde. Voilà, chacun à son niveau, dans son univers. Et les pronostics, ça c'est le jeu. Pour les téléspectateurs que nous sommes, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Vous ne chantez rien, Christine? Moi? Vous ne profitez pas que les coachs soient là? Non, on va, il fait beau sur Paris, on va garder le soleil qui est arrivé enfin depuis mon arrivée. Merci à vous deux d'être venus nous raconter ces coulisses de The Voice, et on tentera de vous apercevoir samedi soir 21h10 et The Voice sur TF1. Damien Silver, Nathalie Dupuis, vous faites partie donc de l'équipe
l'équipe des coachs vocaux, des candidats qui se présentent devant les coachs qui sont dans leur fauteuil évidemment, et on vous souhaite plein de bonnes choses et merci pour le spectacle. En ce moment on en a un petit peu besoin, ça fait du bien. Et demain Thomas Sisley. Et demain, on reçoit Thomas Sisley, très TF1 aussi, puisque c'est le retour de Balthazar sur la série de TF1. Et on découvrira cette saison 4 avec lui sur Sud Radio dès 10h, invité média. Donc Thomas Sisley, merci à vous deux. Merci encore. Dans un instant, on va changer complètement de sujet. On va parler du risque nucléaire en Ukraine avec un spécialiste qui va nous aider à comprendre la situation sur place. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons.